En revanche, si c'est Donald Trump, là c'est un jeu de domino beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Si on se fie à ces déclarations, et l'histoire nous a montré que généralement Trump en matière de politique internationale a fait ce qu'il avait promis, le soutien à l'Ukraine, alors, ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, ça c'est certain, mais va se réduire progressivement, mais fortement. Ça, c'est ce qui est annoncé. Il ne va pas s'arrêter de manière sec, parce que ce que veut Donald Trump, c'est briller sur la scène internationale, et il veut un deal avec Vladimir Poutine, où il va lui-même se faire rencontrer d'un côté le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et de l'autre, Vladimir Poutine, et dire, voyez, regardez, c'est moi qui ai réuni les deux. Donc il doit conserver, c'est logique tout ce que je dis, aussi des moyens de pression. C'est pour ça qu'il ne va pas tout de suite, du jour au lendemain, arrêter les livraisons d'armes, même si ces déclarations vont effectivement très clairement dans ce sens. Si on reste sur les déclarations du président Trump, et sur ce qu'on voit comme étant son entourage, je pense notamment à son vice-président, il y a effectivement des chances de penser que demain, le soutien américain, qui est le plus important, le soutien américain est si considérable que l'Europe, sauf vraiment à condition de s'endetter considérablement, parce que c'est un puissant fonds, le soutien à l'Ukraine, l'Europe ne pourra pas faire face si demain les États-Unis cessent leur livraison d'armes, leur aide à l'Ukraine. Donc, on peut penser que la guerre en Ukraine va tôt ou tard s'arrêter. Ou en tout cas, que Donald Trump va pousser Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky à la négociation, et dans la mesure où il a un levier qui n'est pas négligeable vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire les livraisons d'armes, je pense que l'Ukraine, malheureusement pour elle, en sortira perdante. Et là-dessus, les Européens, s'ils ne comblent pas l'aide américaine, devront aussi mécaniquement se plier à leur choix. Mais allons peut-être un peu plus loin et essayons de deviner ce qu'il pourrait advenir encore quelques années plus loin. Si la paix est signée, de par l'action du président Trump, entre l'Ukraine et la Russie, reste à voir les conditions, les territoires, la neutralisation ou pas de l'Ukraine, son appartenance ou non à l'OTAN, ça c'est des points noirs, surtout l'appartenance à l'OTAN, alors vous allez progressivement, et d'ailleurs vous avez dès maintenant, c'est ça qui est intéressant de comprendre, des pays européens qui vont enclencher un rapprochement avec Moscou. Vous savez, il y a des pays qu'il faut qu'on regarde un petit peu, l'Italie qui traditionnellement est atlantiste, je discutais il y a quelques jours justement avec un spécialiste dont je tairai le nom de la politique étrangère italienne, et qui me disait que le jeu italien est atlantiste, mais justement il se laisse les coups des franches, et il n'est pas exclu que les Italiens et les Allemands soient parmi les premiers à rouvrir le dialogue avec la Russie. Les Allemands, pourquoi ? Parce que, mettons-nous dans la configuration suivante. Si vraiment la paix est signée, d'accord ? La paix, c'est la paix, il n'y a plus d'hostilité, il y a de l'inimitié, c'est autre chose. Mais si la paix est signée, demain, vous savez ce qui va se passer, moi je vais vous le dire, le patronat allemand, qui dirige l'Allemagne, qu'il s'agisse de la CDU ou de la gauche démocrate allemande, le patronat allemand va, une fois la guerre terminée, venir voir les responsables politiques et leur dire, maintenant, pour notre industrie, il nous faut de l'énergie. Et l'énergie, c'est-à-dire ici le gaz russe, il est quand même beaucoup moins cher. Et qu'est-ce qui va se passer ? Renseignez-vous, déjà dès maintenant. Les Allemands envoient des signaux qui tendent à voir diminuer le soutien à l'Ukraine. Donc le patronat allemand, après la guerre, il ne va pas attendre des années, il va faire pression sur les partis aux responsabilités ou le parti aux responsabilités, et l'Allemagne, moi c'est ce que j'analyse aujourd'hui, a de fortes chances de rouvrir la première ses relations avec la Russie. Comme d'habitude, qu'est-ce qui suivra après l'Allemagne ? La Mitteleuropa. Vous aurez, alors pas la Hongrie, peut-être pas tout de suite la Hongrie, mais vous aurez l'Autriche, vous aurez tous les pays de l'ex-Yougoslavie, Slovénie, bon, Serbie, elle est déjà de toute façon avec, la Bulgarie, qui était, alors je ne sais plus quel est le pourcentage, mais c'était un des pays, il me semble, les plus dépendants du gaz russe, qui sera ravi de retrouver de bonnes relations, je pense, avec la Russie. Vous aurez probablement la Roumanie, voilà, vous allez avoir la Grèce aussi, je pense, naturellement, si nous ne sommes plus dans une situation de guerre, progressivement dans les années à venir, un rapprochement. Je termine par cela. Moi, ma seule crainte, dans ce cas de figure, et ce que je pense nous devons anticiper, c'est que si demain il se passe ce que je viens de vous dire, et qu'il y a un rapprochement Moscou-Berlin, dans un contexte de retrait des Américains du continent européen, après la guerre évidemment, parce que c'est eux qui vont faire la paix, si on part du principe que c'est Donald Trump, alors ma crainte, en tant que Français, pour les intérêts de mon pays, c'est que l'axe Moscou-Berlin prime et isole Paris. Et voilà tout ce que nous aurons perdu. Donc, il ne s'agit pas de revenir
les bras ouverts avec la Russie, qui a, je ne vais pas rappeler des évidences, violé la souveraineté ukrainienne. Mais il serait intéressant de voir un coup plus loin, parce que le patronat allemand n'aura pas, c'est mon hypothèse, ces états d'âme, et de bien garder en tête où sont les intérêts de la France. Est-ce que les intérêts de la France, c'est de voir demain se constituer un axe Berlin-Moscou? Pour ma part, j'y suis évidemment en tant que Français opposé. Je pense que c'est une mauvaise chose pour la France et aussi pour l'Europe.